Calgary, 18 mars 2022. Une marche matinale vers le travail qui vire au cauchemar. Vanessa Ladouceur, une instructrice de fitness aimée de tous, est assassinée en pleine rue par un inconnu. Cet acte de violence gratuite va plonger le Canada dans un débat judiciaire sans précédent. Peut-on souffrir de schizophrénie et pourtant agir avec une préméditation glaçante? Aujourd'hui, sur Traces perdues, nous explorons l'affaire Vanessa Ladouceur et le procès de Michael Adeniyi. Si vous appréciez nos enquêtes documentaires, abonnez-vous et activez la cloche. Voici le récit d'une tragédie où la folie a croisé la lumière. Pour comprendre l'horreur de ce qui s'est produit sur la 10e avenue, il faut se pencher sur l'homme qui se tenait dans cette alcôve, un couteau à la main. Michael John Adeniyi avait 26 ans au moment des faits. Dans les archives de la police et les dossiers médicaux, il n'apparaît pas comme un criminel de carrière, mais plutôt comme un homme dont la stabilité mentale s'est effritée de manière spectaculaire au cours des mois précédant le drame. Jusque-là, sa vie semblait suivre une trajectoire relativement anonyme à Calgary, mais sous la surface, un chaos interne grandissait. Le premier signe d'alerte documenté remonte au 16 novembre 2021, environ 4 mois avant la mort de Vanessa. Adeniyi se présente alors au centre de soins Sheldon M. Schumer, un établissement d'urgence au cœur de la ville. À ce moment-là, les médecins posent un diagnostic de dépression sévère et lui prescrivent des médicaments. Cependant, cette intervention médicale semble avoir été un pansement dérisoire sur une plaie bien plus profonde. Adeniyi affirmera plus tard que ses symptômes ne faisaient que s'aggraver, le plongeant dans un isolement de plus en plus total. Cet isolement a trouvé un exutoire inquiétant sur Internet. Dans les semaines précédant l'attaque, Michael Adeniyi commence à publier des vidéos sur YouTube, des séquences où la réalité semble se dissoudre au profit de récits conspirationnistes complexes liés à des intrigues d'animés japonais. Pour les experts en psychologie criminelle, ces empreintes numériques sont souvent les témoins d'une rupture imminente avec la réalité, où l'individu commence à superposer des récits de fiction sur le monde réel. Adeniyi vivait dans un univers de menaces invisibles. Lors de son procès, il a livré un témoignage troublant sur ce qu'il appelait son expérience phénoménologique de la psychose. Il décrivait des journées entières passées sous la douche, laissant l'eau couler pendant des heures pour tenter de noyer les voix qui l'assaillaient. Ces voix, des murmures incessants qu'il appelait par son nom, lui ordonnaient parfois de mettre fin à ses jours ou de se laisser mourir de faim. Mais au-delà de l'auditif, Adeniyi affirmait être hanté par des visions terrifiantes, des fantômes, des ombres en forme de monstres et ce qu'il nommait des démons noirs. Son comportement quotidien était devenu le miroir de cette désorganisation mentale. Il a été rapporté qu'il parlait parfois à ses lacets de chaussures ou qu'il portait ses vêtements à l'envers, des signes classiques d'une pensée fragmentée. Pourtant, malgré ce tableau clinique qui semble pointer directement vers une schizophrénie paranoïde, une question centrale a hanté tout le procès. Adeniyi était-il sincère ou était-il un manipulateur hors pair? Cette interrogation est au cœur de la stratégie de la couronne. Les enquêteurs ont noté un détail troublant lors de ses premiers interrogatoires, juste après son arrestation. À aucun moment, Michael Adeniyi n'a mentionné de démons ou de créatures. Ce n'est que bien plus tard, une fois confronté à la gravité des charges de meurtre au premier degré, que ce récit fantastique a pris de l'ampleur. Pour le ministère public, Adeniyi était engagé dans ce que les experts appellent la simulation, une fabrication intentionnelle de symptômes psychiatriques dans le but d'échapper à la responsabilité pénale. Le débat s'est cristallisé autour de l'évaluation du docteur David Tano en avril 2022. Bien que le psychiatre légiste ait confirmé le diagnostic de schizophrénie après l'arrestation, il a aussi noté qu'Adeniyi comprenait parfaitement le fonctionnement du tribunal, le rôle du juge et les conséquences d'un verdict de culpabilité. Il a été jugé apte à subir son procès, ce qui signifie qu'il possédait la capacité cognitive de participer à sa propre défense, même si son état mental au moment précis de l'assaut restait sujet à caution. La psychologue Dina Nessman a même utilisé un test spécialisé, l'entretien structuré des symptômes rapportés, conçu spécifiquement pour détecter ceux qui feignent la maladie mentale. Adeniyi a obtenu des scores dans les limites de la normale, ce qui signifie qu'il n'exagérait pas ses symptômes de manière évidente selon ce test,
Mais la couronne a contre-attaqué en rappelant que ce test n'est qu'un outil de dépistage et non une preuve absolue de vérité. La figure de Michael Adeni reste donc une énigme judiciaire. D'un côté, l'image d'un jeune homme dont le cerveau a été court-circuité par une maladie dévastatrice, le rendant incapable de distinguer une instructrice de fitness d'une menace démoniaque. De l'autre, celle d'un prédateur lucide qui a su attendre le moment opportun pour frapper et qui a tenté par la suite de construire un rempart de folie pour se protéger des conséquences de ses actes. Cette tension entre la pathologie et la préméditation sera le fil conducteur de toute l'enquête judiciaire. Comment un homme qui prétend voir des monstres peut-il suivre une cible pendant 2 pâtés de maison avec une telle précision? Comment peut-il, après avoir infligé des blessures mortelles, se rendre de lui-même à l'hôpital pour soigner ses propres égratignures? Le profil d'Adeni nous force à regarder dans l'abîme de la responsabilité humaine, là où les diagnostics médicaux rencontrent la froideur des preuves matérielles. Nous verrons dans le prochain chapitre comment ces 2 réalités se sont violemment percutées lors de cette matinée fatidique de mars. Vendredi 18 mars 2022. L'aube se lève sur Calgary avec cette froideur caractéristique des fins d'hiver albertains. À 6h30 du matin, le quartier de la Beltline commence à peine à s'animer. Les rues sont baignées dans une lumière bleutée et incertaine, celle qui précède de peu le tumulte des heures de pointe. C'est à ce moment précis que Vanessa la Douceur, comme elle le fait chaque jour, s'engage sur le corridor de la 10e avenue Sud-Est. Elle marche d'un pas rythmé, emmitouflée contre le vent, l'esprit probablement tourné vers ses cours de fitness à venir. Ce qu'elle ignore, et ce que les caméras de surveillance des commerces environnants vont révéler plus tard avec une clarté glaçante, c'est que sa silhouette a déjà été repérée. À quelques dizaines de mètres derrière elle, une ombre s'est détachée du décor urbain. Michael Adeni ne se contente pas de marcher dans la même direction qu'elle. Il la suit. Pendant 2 longs pâtés de maison, les enregistrements vidéo montrent une séquence de traques méthodiques qui contredit toute idée d'impulsion soudaine ou de chaos mental désorganisé. Adeni maintient une distance constante, ses yeux fixés sur le dos de Vanessa. Il ne court pas, il ne l'interpelle pas, il attend. Dans le langage des criminologues, c'est ce qu'on appelle la phase d'acquisition de la cible. C'est un moment de concentration prédatrice où l'agresseur choisit non seulement qui il va frapper, mais aussi où et quand il le fera. Le choix du lieu est tactique. Alors que Vanessa s'approche d'une alcôve, une zone en retrait du trottoir offrant une dissimulation partielle et limitant les voies de fuite, Adeni accélère brusquement. La scène bascule en une fraction de seconde de la traque à l'embuscade. En utilisant l'élan de sa propre course, il percute violemment la jeune femme, un body check brutal qui la projette contre les parois froides de l'alcôve. Vanessa n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Elle se retrouve piégée dans cet espace exigu face à un homme qu'elle ne connaît pas et qui brandit déjà un couteau. L'assaut qui suit est d'une férocité inouïe. Adeni frappe avec une rage focalisée. Sur les 8 coups de couteau infligés, 6 sont dirigés directement vers le visage de Vanessa. En psychologie légale, une telle concentration de blessures sur le visage suggère souvent une volonté de dépersonnaliser la victime, d'effacer son humanité. Lors de son procès, Adeni tentera de justifier cette horreur par une vision délirante. Il prétendra qu'il ne voyait pas une femme, mais une créature au visage mangé, ressemblant à un lion ou à un ours. Il dira qu'il se sentait en danger de mort, prisonnier d'une logique de tuer ou être tué. Pourtant, la précision chirurgicale de l'attaque et le choix du moment racontent une toute autre histoire aux enquêteurs. Le silence de l'aube est soudainement déchiré par les cris de détresse de Vanessa. Ses appels au secours montent le long des façades de briques et atteignent l'appartement d'un voisin situé juste au-dessus. Ce témoin, un véritable bon samaritain, se précipite à sa fenêtre et hurle à l'agresseur de s'arrêter. Cette intervention humaine, bien que distante, suffit à briser la transe meurtrière d'Adeni. Surpris et peut-être conscient d'avoir été repéré, il lâche sa victime et prend la fuite dans les ruelles sombres. Vanessa, laissée pour morte et perdant une quantité massive de sang, fait preuve d'un courage héroïque. Dans un ultime instinct de survie, elle parvient à se traîner hors de l'alcôve et à pénétrer dans le hall d'un immeuble voisin. C'est là, dans cette lumière crue et artificielle,
qu'un agent de sécurité et un passant se précipitent vers elle. Ils tentent de comprimer ses plaies, de lui parler pour la garder consciente. Vanessa la douceur, cette femme qui avait passé sa vie à soigner le corps et l'esprit des autres, rend son dernier soupir en serrant la main de cet agent de sécurité, un étranger qui lui aura offert ses derniers instants de chaleur humaine dans un monde devenu soudainement absurde et violent. Pendant que les paramédicaux tentent l'impossible sur les lieux du crime, Michael Adeni effectue un mouvement qui va peser lourd dans la balance de la justice. Au lieu de se terrer ou de s'enfoncer davantage dans un délire psychotique, il se dirige vers l'hôpital Foothills. Il s'y présente pour faire soigner des coupures à ses mains et à ses doigts, des blessures superficielles qu'il s'est infligées lui-même lors de la violence de son assaut. Pour la couronne, cet acte est la preuve ultime de sa rationalité résiduelle. Un homme totalement déconnecté de la réalité, pensant avoir combattu un démon, se préoccuperait-il de soins médicaux pour de simples égratignures? Adeni démontre ici un instinct de conservation et une compréhension immédiate du lien de causalité. Je suis blessé, j'ai besoin d'un médecin. Le destin veut que ce soit dans ce même complexe hospitalier que l'on transporte le corps de Vanessa. L'identification d'Adeni ne prend que peu de temps. Grâce à la description précise du témoin de la fenêtre, aux images de surveillance de haute qualité et à sa présence suspecte à l'hôpital avec des plaies compatibles avec une lutte au couteau, les policiers procèdent à son arrestation quelques heures seulement après le drame. L'enquête policière s'accélère alors pour reconstituer les minutes qui ont suivi la fuite. Adeni n'a pas erré sans but. Il a suivi un trajet cohérent, se débarrassant peut-être de l'arme en chemin, bien que les détails sur la récupération du couteau restent l'un des points de tension du dossier. Ce qui frappe les détectives lors des premières auditions, c'est le calme relatif de l'individu. Il n'y a pas de cris sur les démons, pas de transe mystique. Ce décalage entre l'acte barbare et le comportement post-crime de l'accusé va devenir le pivot de toute l'affaire judiciaire. Alors que la communauté de Calgary commence à se rassembler pour pleurer Vanessa, érigeant des mémoriaux de fleurs et de bougies sur la 10e avenue, la machine légale se met en marche. Les accusations tombent, meurtre au premier degré. Ce terme n'est pas choisi au hasard par le procureur. Il implique que Michael Adeni a non seulement tué, mais qu'il a planifié et délibéré son geste. La traque filmée sur 2 pâtés de maison devient la pièce maîtresse de cette accusation. Comment la défense pourra-t-elle plaider l'irresponsabilité criminelle face à une telle démonstration de patience prédatrice? C'est le début d'un long combat juridique qui ne trouvera sa conclusion que 3 ans plus tard, laissant une ville entière dans l'attente de comprendre comment un tel mal a pu s'inviter dans un matin ordinaire de Calgary. L'arrestation de Michael Adeni n'est que le prologue d'une épopée judiciaire qui va tenir le pays en haleine pendant 3 longues années. Tandis que le quartier de la Beltline tente de panser ses plaies, le dossier se déplace des rues ensanglantées vers les couloirs feutrés du centre psychiatrique médico-légal de l'Alberta du Sud. Là, une question fondamentale doit trouver sa réponse. Un homme peut-il être à la fois profondément malade et criminellement responsable? Pour le système judiciaire canadien, la réponse se trouve dans une zone grise, complexe et souvent déchirante, définie par l'article 16 du Code criminel. C'est l'article de la non-responsabilité criminelle, pour cause de troubles mentaux, le fameux verdict NRC. Pour la famille de Vanessa, et particulièrement pour sa mère Erika, cette période est un supplice. Ils doivent non seulement affronter la perte brutale de leur fille, mais aussi la possibilité que son meurtrier n'aille jamais en prison, mais soit plutôt dirigé vers un hôpital psychiatrique dont il pourrait sortir un jour. Le premier défi pour la justice survient dès avril 2022, à peine 1 mois après le drame. Avant même de parler de culpabilité, il faut déterminer si Michael Adeni est apte à subir son procès. Ce concept juridique est distinct de celui de la responsabilité au moment des faits. Il s'agit de savoir si, au présent, l'accusé comprend les charges qui pèsent sur lui, s'il saisit le rôle du juge et s'il est capable de communiquer avec ses avocats. C'est le docteur David Tano, psychiatre légiste renommé, qui est chargé de cette évaluation délicate. Ses conclusions sont nuancées. Adeni souffre indiscutablement de schizophrénie. Il entend des voix, il est hanté par des visions d'ombre et de créatures qu'il appelle des démons. Cependant, le docteur Tano note un détail crucial. Adeni n'est pas dans un état de confusion totale.
il comprend parfaitement la gravité de la situation. Il sait qu'il a tué une femme et il comprend les rouages du tribunal. Il est déclaré apte. Cette décision ferme une porte, mais en ouvre une autre, bien plus vaste et périlleuse, celle du procès pour meurtre au premier degré. Pour la couronne, représentée par la procureure Carla MacPhail, l'enjeu est de démontrer que la maladie mentale d'Adeniyi n'a pas aboli sa capacité de discernement. Le code criminel stipule que pour être déclaré NRC, l'accusé doit prouver qu'il était incapable de comprendre la nature physique de son acte, comme croire qu'on coupe du pain alors qu'on tranche une gorge, ou plus fréquemment, qu'il était incapable de savoir que cet acte était moralement mauvais. La défense de Michael Adeniyi, menée par l'avocat Kim Ross, s'appuie sur cette seconde branche. Leur argument est simple mais terrifiant. Michael Adeniyi vivait dans une réalité parallèle, où Vanessa Ladouceur n'était pas une personne, mais une menace surnaturelle. Dans son esprit dévasté par la psychose, l'attaque n'était pas un meurtre, mais un acte de légitime défense contre un monstre. « Je croyais que je devais attaquer ou risquer d'être tué », dira-t-il plus tard à la barre. C'est ici que commence ce que les observateurs appelleront la bataille des experts. La psychologue Dina Nessman entre en scène pour administrer le test CRS, un entretien structuré conçu pour débusquer les simulateurs. La simulation, ou malingering, est le cauchemar des experts psychiatres, l'idée qu'un criminel puisse étudier les symptômes d'une maladie mentale pour les reproduire et ainsi échapper à la condamnation. Les résultats du test d'Adeniyi sont ambigus. Ils ne montrent pas de signes flagrants d'exagération, mais la couronne insiste sur un fait troublant. Les démons n'ont fait leur apparition dans son récit que bien après l'arrestation. Dans les premières heures de sa garde à vue, Adeniyi n'avait jamais mentionné de créatures au visage de lions ou d'ours. Pourquoi ce silence initial? Est-ce le temps nécessaire à son esprit pour construire une défense, ou est-ce simplement que la psychose, sous le choc de l'arrestation, s'est cristallisée plus tard? Le débat juridique se focalise sur une notion précise, la préméditation. Le meurtre au premier degré exige que l'acte soit planifié et délibéré. Comment un homme sous l'emprise d'hallucinations terrifiantes pourrait-il planifier quoi que ce soit? C'est là que les preuves matérielles présentées par la police de Calgary deviennent accablantes. On montre au jury les vidéos de surveillance. On y voit Adeniyi repérer Vanessa, la choisir parmi d'autres passants potentiels et la suivre sur des centaines de mètres. On voit ses pauses, ses accélérations calculées. Ce n'est pas le comportement d'un homme en pleine crise de panique hallucinatoire qui frappe au hasard le premier monstre qu'il voit. C'est le comportement d'un chasseur. La couronne soutient que même si Adeniyi avait des pensées bizarres, il a conservé une rationalité opérationnelle suffisante pour organiser son crime. Choisir une arme, traquer sa victime et surtout choisir l'alcôve comme lieu d'embuscade pour minimiser les risques d'être vu. Pendant que les avocats débattent de la structure de l'esprit d'Adeniyi, la famille de Vanessa assiste à chaque audience, plongée dans une douleur que les mots peuvent à peine décrire. Pour Erika Ladouceur, chaque description technique des blessures, chaque vidéo de sa fille marchant vers sa mort est une nouvelle lacération. Elle voit l'homme qui a brisé sa vie assis dans le box des accusés, parfois prostré, parfois semblant absent. La question de la responsabilité devient pour elle une question de justice élémentaire. Si cet homme est déclaré non responsable, qu'en est-il de la responsabilité de la société envers les victimes? Le système de santé mentale a failli en laissant Adeniyi errer sans traitement efficace après son diagnostic de dépression en novembre 2021, mais le système judiciaire allait-il faillir à son tour en ne reconnaissant pas l'intentionnalité de son geste? Le procès s'annonce comme une plongée vertigineuse dans l'un des dilemmes les plus anciens de la loi. Peut-on être à la fois fou et coupable? La réponse se cache dans les 12 heures de délibération qui attendent le jury en ce printemps 2025. Le printemps 2025 apporte avec lui une atmosphère de tension électrique au centre des tribunaux de Calgary. Sous la présidence de la juge Jane Sidnell, le procès de Michael Adeniyi s'ouvre enfin, marquant l'aboutissement de 3 années de procédures préliminaires et de douleurs suspendues pour la famille Ladouceur. La salle d'audience est comble. Au premier rang, Erika Ladouceur, la mère de Vanessa, est présente, digne mais visiblement marquée par les années de deuil. Pour elle, chaque jour de ce procès
est une épreuve d'endurance émotionnelle, une confrontation directe avec l'homme qui a brisé son monde. Le décorum solennel du tribunal contraste violemment avec la brutalité des faits qui y sont disséqués. La couronne ne perd pas de temps et place immédiatement le jury face à l'évidence matérielle, les vidéos de surveillance. Image après image, le procureur Karla MacPhail démontre ce qu'elle appelle une intention prédatrice. On y voit Adeniyi, non pas comme un homme égaré dans un délire, mais comme un individu qui sélectionne sa cible, qui maintient une distance tactique et qui attend le moment où Vanessa sera la plus vulnérable, loin des regards, dans cette alcôve fatale de la 10e avenue. La couronne martèle son message. La schizophrénie peut coexister avec la préméditation. On peut être malade et rester un tueur calculateur. Le moment le plus attendu et le plus risqué du procès survient lorsque Michael Adeniyi décide de témoigner pour sa propre défense. C'est un mouvement rare dans les cas de meurtre au premier degré, car il expose l'accusé à un contre-interrogatoire féroce. D'une voix calme, presque détachée, Adeniyi s'adresse au jury. Il raconte son calvaire intérieur, les voix qui ne se taisent jamais, et surtout, sa version de cette matinée de mars. Il décrit avoir vu des créatures au visage mutilé, des êtres hybrides tenant du lion et du tigre. Dans son récit, Vanessa n'existe pas, il n'y a qu'un monstre qui menace sa vie. Il affirme avoir agi par pur instinct de survie, déclarant qu'il devait attaquer avant d'être tué. Cette stratégie de défense, centrée sur la perception délirante, cherche à convaincre les jurés que le discernement moral d'Adeniyi était totalement aboli. Mais le piège se referme lors du contre-interrogatoire. Karla MacPhail pointe une faille béante dans ce témoignage. Pourquoi n'avoir jamais mentionné ces monstres aux policiers lors de son arrestation immédiate? Pourquoi ce silence sélectif sur les démons pendant les premières heures de garde à vue pour ne les voir apparaître que bien plus tard dans le dossier médical? Le procureur suggère une vérité plus sombre, que le récit des créatures est une construction a posteriori, une bouée de sauvetage lancée par un homme qui réalise l'ampleur de son crime et cherche à éviter la prison à vie. La bataille scientifique s'intensifie ensuite avec le témoignage de la psychologue Dina Nessman. Elle présente au jury les résultats du test Sears, un outil sophistiqué conçu pour détecter la simulation de symptômes psychiatriques. La tension est palpable lorsque Nessman explique que Michael Adeniyi a obtenu des scores situés dans les limites de la normale. Pour la défense, c'est une victoire. Cela prouverait qu'il ne ment pas sur ses hallucinations. Mais pour la couronne, ce résultat est une arme à double tranchant. Si Adeniyi est capable de passer un test de détection de mensonges avec succès, n'est-ce pas la preuve qu'il possède une intelligence et un contrôle de soi incompatibles avec l'image d'un fou furieux incapable de préméditation? La couronne suggère qu'Adeniyi est un simulateur sophistiqué, capable de manipuler même les outils cliniques les plus avancés. Les jurés se retrouvent alors face à un dilemme psychologique vertigineux. Doivent-ils croire à la réalité de la psychose d'Adeniyi ou à la froideur de ses actions captées par les caméras de surveillance? Les plaidoiries finales sont un condensé de ces deux visions irréconciliables du monde. L'avocat de la défense, Kim Ross, implore le jury de voir en Adeniyi une victime d'un système de santé défaillant, un homme dont le cerveau l'a trahi et qui a besoin de soins, pas de punition. Qu'il rappelle le diagnostic de schizophrénie, les voix, les douches d'une heure pour étouffer les murmures. De l'autre côté, Karla MacPhail conclut en rappelant le courage de Vanessa Ladouceur et la précision de sa traque. Elle insiste sur le fait qu'Adeniyi a choisi une alcôve, qu'il a attendu d'être à l'abri des regards et qu'il a ensuite cherché à se faire soigner ses propres blessures à l'hôpital. Pour elle, chaque acte d'Adeniyi après avoir repéré Vanessa témoigne d'une conscience aiguë de la réalité et des conséquences. Le jury se retire ensuite pour délibérer. Pendant 12 heures, le temps semble s'arrêter à Calgary. L'attente est insupportable pour les proches de la victime. Finalement, le samedi 3 mai 2025, la cloche du tribunal retentit. Le verdict tombe, sec et définitif. Le jury rejette la défense de non-responsabilité criminelle. Michael Adeniyi est reconnu coupable de meurtre au premier degré. La justice a tranché. Malgré sa maladie, l'homme derrière le couteau savait ce qu'il faisait et il l'avait planifié. La sentence est automatique, la prison à vie,
sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Dans la salle, les larmes d'Erika Ladouceur ne sont pas celles de la joie, mais celles d'un soulagement amer. Le sentiment que si la vie de sa fille ne lui sera jamais rendue, sa mémoire a au moins été respectée par une reconnaissance formelle de la malveillance qui l'a fauchée. Le verdict est tombé, mais le silence qui s'installe dans la salle d'audience n'est pas celui de l'oubli. Le 19 juin 2025, Michael Adeniyi est ramené devant la justice pour son audience de détermination de la peine. Bien que le meurtre au premier degré entraîne automatiquement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, cette ultime étape offre une tribune nécessaire à ceux que le crime a laissés dans l'ombre. C'est le moment des déclarations de la victime. Erika Ladouceur, dont le visage est devenu le symbole de la résilience maternelle tout au long de ces 5 semaines de procès, se lève pour prendre la parole. Son témoignage n'est pas une demande de vengeance, mais une description brute et déchirante de la dévastation laissée par un acte de violence aléatoire. Elle raconte avec une précision qui glace le sang le moment où elle a dû identifier le corps de sa fille. Ces mots résonnent dans le tribunal. Elle décrit son cerveau refusant de comprendre pourquoi les cheveux blonds et éclatants de Vanessa étaient devenus d'un rouge sombre, saturé par le sang. Ce détail d'une cruauté insoutenable illustre le traumatisme indélébile qui l'habite désormais. Erika confie souffrir d'un trouble de stress post-traumatique complexe, ayant perdu son emploi, ses amis et sa joie de vivre, au point de devoir quitter Calgary pour tenter d'échapper aux souvenirs qui hantent chaque coin de rue du quartier de la Beltline. La juge Jane Sidnell, en prononçant la sentence officielle, s'adresse directement à Adeniyi. Elle qualifie son crime d'odieux et souligne qu'il a ruiné de manière irréparable non seulement la vie de Vanessa, mais aussi celle de toute sa famille. Pour la justice, l'affaire R contre Adeniyi devient un précédent majeur en Alberta. Elle affirme qu'un diagnostic de schizophrénie, aussi lourd soit-il, ne constitue pas un laissez-passer pour l'impunité. Le verdict du jury a validé une compréhension sophistiquée de la responsabilité humaine. On peut être en proie à des démons intérieurs et pourtant conserver une capacité de planification criminelle suffisante pour être jugé coupable. Mais au-delà de la sentence, le cas laisse un goût amer sur l'échec systémique des mois précédant le drame. La condamnation d'Adeniyi ne doit pas faire oublier que son errance mentale, documentée dès novembre 2021, n'a jamais été prise en charge de manière à prévenir l'irréparable. Le procès a révélé les failles d'un système de santé mentale qui laisse parfois des individus basculer dans une psychose prédatrice avant d'intervenir, souvent trop tard. Pourtant, l'héritage de Vanessa Ladouceur refuse de s'arrêter à la violence de cette alcôve. Ses collègues de Heaven's Fitness et de The Academy, refusant de laisser la tragédie définir la mémoire de leur ami, ont transformé leur deuil en action. Ils ont lancé le Electric Community Fit Fest, un événement de fitness en plein air au cœur de la Beltline. En partenariat avec des associations locales, ce festival n'était pas seulement une célébration de la vie saine que Vanessa chérissait, mais une manière symbolique de se réapproprier l'espace public, de chasser les ombres par le mouvement et la solidarité. L'initiative a permis de récolter des fonds pour The Calgary Mustard Seed, une organisation venant en aide aux sans-abri, reflétant ainsi la passion de Vanessa pour les plus démunis. C'est peut-être là que réside la véritable conclusion de cette affaire, dans cette volonté farouche d'opposer la lumière à l'obscurité. La justice a apporté une forme de clôture légale, mais c'est la communauté qui a assuré la pérennité de l'esprit de Vanessa. Alors que Michael Adeniyi commence sa longue peine dans l'anonymat des murs de prison, l'histoire de Vanessa Ladouceur reste un rappel poignant de la fragilité de nos existences urbaines et de la complexité des méandres de l'esprit humain. Elle nous force à nous demander comment nous pouvons, en tant que société, mieux protéger les plus vulnérables tout en tenant pour responsables ceux qui franchissent la ligne de l'irréparable. Vanessa est morte en serrant la main d'un inconnu, un dernier geste de connexion humaine, dans un moment de chaos total. C'est cette image de compassion, et non celle de la violence, que ses proches ont choisi de garder. Et vous, que pensez-vous de ce verdict ? Estimez-vous que la justice a eu raison de rejeter la non-responsabilité criminelle malgré le diagnostic de schizophrénie d'Adeniyi ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous
car c'est aussi à travers ces échanges que la mémoire des victimes et les leçons de ces tragédies continuent de vivre.